Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 18 août 2022. Aujourd'hui, je fais une mise à jour rapide du Bitcoin et d'Ethereum. Et je pense qu'on fera un point macro demain, parce que demain, je vous ferai un brief pour clôturer cette semaine. Alors du coup, le Bitcoin qui est toujours pas dans une résolution bullish ou bearish, on est toujours dans notre zone de combat. On n'a perdu toujours aucun creux ascendant et on n'a fait toujours aucun nouveau sommet, donc c'est simplement de la consolidation, du range. Il y a quand même de sacrés signaux de faiblesse, on en a déjà parlé, il y en a de nouveau de nouvelles divergences baissières, donc c'est pas forcément hyper bullish. Il y a également le biais institutionnel qui pourrait être bearish dans les prochains jours si on reste sous les moyennes ici. Donc là, c'est une EMA 9 et une EMA 18. Quand ça croise de façon bearish, bah, c'est un signal baissier tout simplement. Et ensuite, et ensuite, et ensuite par la suite. Et ensuite, si on a un rebond et une nouvelle, en gros un nouvel échec pour aller faire un nouveau sommet, on aura un changement de dynamique. Et donc ça sera une information bearish. On a aussi une dynamique qui est plutôt favorable à une accumulation de liquidités au sud. C'est-à-dire en gros des creux ascendants et des sommets ascendants ici, mais des sommets légèrement dépassés. Donc en gros les vendeurs se font chasser, mais ça donne pas forcément de mouvement haussier. Donc ça faut y prêter attention. On avait parlé des spreads, si vous vous souvenez lors du précédent brief, qui eux indiquent du pessimisme. Et donc il y a deux interprétations, soit du déni ou un manque de demande. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Si c'est un manque de demande, on va le voir, puisque la dynamique va s'inverser. Si c'est du déni, on aura une accélération des prix. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas crier bearish trop vite ou bullish trop vite, parce qu'en fait le marché, là, il est en train de se préparer pour choisir en fait si il va aller nettoyer tous les creux ascendants. Et si c'est le cas, il y aura de grandes chances de retrouver dans les prochaines semaines du Bitcoin entre 19 et 20 000. Et là, ça serait probablement une bonne opportunité. Est-ce que techniquement, on a confirmé un bottom ici? Pour l'instant, non. Par contre, si on a un rallye baissier comme ça, et qu'après on a ça, là on aura probablement confirmé le bottom du Bitcoin et on reverra plus de Bitcoin sous 17 600 $ très très probablement. Par contre, si bien évidemment il y a une attaque baissière et que cette zone ne tient pas, bon bah il y aura de grandes chances de revenir tester la zone des 13 008 jusqu'à environ 12 000 $. Ok. Et du coup, également, si jamais c'est bullish, la prochaine étape, ça ne bouge pas, c'est toujours les 28 500 environ, voire les 28 400 $, puisqu'il y a un gros creux au niveau du volume profile ici. Et ça agit un petit peu comme un aimant, si vous voulez, ça peut attirer le prix, parce qu'il y a beaucoup de liquidités à capturer au sein de ce creux. Donc tout simplement, hop, ici voilà, ça peut attirer le prix, comme ceci, ok. Bon là ça bug un petit peu, mais je pense que vous avez compris le truc, un peu comme un aimant, tout simplement. Donc une zone hyper intéressante. Mais pour l'instant, le marché a du mal à casser en fait la dernière résistance vers les 24 800. Vous voyez, on a du mal à la zone rouge que j'ai mis. N'arrive pas, enfin cette zone rouge n'arrive pas à être brisée. Donc les acheteurs qui manquent d'énergie pour casser cette zone de prix. Donc des signaux d'alarme de plus en plus, enfin des signaux d'alerte de plus en plus alarmants ici, divergence, perdition au niveau du volume. Vous voyez le volume acheteur qui commence vraiment à s'estomper. On a également ici les premiers M qui commencent à se former sur William R, pas très bon signe, l'enchaînement de divergences baissières. Donc tout ça, c'est des signaux vraiment... si vous êtes très très bullish, tout ça, ça remet quand même en question la force de ce mouvement. Également, on vient de voir un truc avec les élèves, c'est le GBTC qui se met même à diverger. Donc ça, c'est pas bon signe. À chaque fois que ça arrive, ça annonce la direction baissière. Donc encore une fois, c'est pas parce que c'est arrivé plusieurs fois que ça va forcément arriver. Alors, je vais lui mettre sa propre échelle. Hop, alors, tac. Mais là, si on regarde rapidement, donc vous avez le Bitcoin Spot, donc le Bitcoin que vous achetez tout simplement sur Coinbase ou Binance, Bitstamp, peu importe, qui est en bleu, et vous avez le GBTC qui lui est plutôt une sorte d'ETF qui permet de spéculer sur le Bitcoin ici et qui est plutôt utilisé par des institutions. Et on voit par exemple que lui il est en train de diverger, donc le GBTC n'a pas réussi à faire un nouveau sommet alors que lui le spot a réussi à le faire. Et à chaque fois que ça arrive, généralement le Bitcoin en fait va dans la direction du GBTC. Donc c'est-à-dire que si par exemple on regarde, je vais retirer les indicateurs, ce sera plus simple, je vais retirer aussi le biais, je vais retirer tous ces trucs. Hop. Par exemple ici on a un GBTC qui chutait, donc qui divergeait avec un Bitcoin qui monte. Et donc le Bitcoin après a rattrapé en fait ce mouvement baissier. Ok. Même chose ici, où par exemple, je vais revenir ici sur le Bitcoin en 2018, où le Bitcoin ici était en train de consolider sur son support, le GBTC était déjà bearish, et donc le Bitcoin a suivi ensuite, vous voyez ici,
le GBTC chute alors que le Bitcoin, lui, il monte, voire il consolide légèrement. Et ensuite, le Bitcoin a chuté. Par exemple, ici, où le GBTC fait un M, donc diverge avec le Bitcoin qui lui monte, et après le Bitcoin rattrape ce mouvement et chute. Donc tout ça, ce sont des signaux qui, généralement, lorsqu'ils se produisent, montrent qu'on a une divergence, et généralement, le Bitcoin rattrape en fait la direction du GBTC. Ça montre en fait tout simplement que le GBTC n'est pas en accord avec ce mouvement, que la smart money n'est probablement pas en accord avec ce mouvement, et généralement le Bitcoin rattrape. Donc là, c'est pas encore confirmé bien évidemment, parce que le GBTC peut tout à fait faire ça. C'est-à-dire en gros, je vais y arriver, faire tac, tac et tac, et du coup le Bitcoin, bah, ça sera ça, c'est sa direction. Mais par contre, si le GBTC commence à perdre ici et ici, bon bah là, il y a de grandes chances que le Bitcoin puisse suivre, hein, tout simplement. Et là, ça annoncera probablement le retour dans le bas du range, enfin le bas de ce rebond ici qu'on est en train de mettre en place. Donc il faut vraiment faire attention, et surtout qu'on est en train d'accumuler beaucoup de stop loss. Enfin, beaucoup de stop, parce qu'on a beaucoup de creux ascendants, donc beaucoup d'acheteurs qui sont en train de mettre leur stop en dessous de ces creux. Et ces acheteurs ne sont pas chassés depuis très 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 longtemps. Maintenant, ça reste une dynamique haussière, et il ne faut pas crier bearish trop tôt. Parce que malgré tous ces éléments baissiers, le prix, lui, est toujours dans une dynamique haussière. Et donc, à tout moment, le Bitcoin peut aller chasser un nouveau sommet. Il faudra aussi faire très attention à la macro. C'est pour ça qu'on en parlera demain. Il y a des petits signaux aussi d'alerte sur le S&P 500, mais ça, j'en parlerai demain. Également, ici en H4, on avait tracé notre trendline, qui est hyper importante, hein, qui est un élément de momentum très puissant. Et on est toujours sous cette trendline. Ce qu'il faudrait, c'est la cassure de celle-ci et de la structure de l'autre côté, pour repasser dans un momentum plutôt haussier, pour aller chercher donc la zone de rechargement de short, donc entre 29 000 et 26 700 $, une zone qu'on n'est toujours pas venu chercher. Et pour l'instant, le marché ne donne pas les signaux nécessaires pour aller chercher cette zone. Donc c'est pour ça que le marché est en train de consolider et a des rejets baissiers pour l'instant. Donc vigilance aussi là-dessus. Pour finir, au niveau de l'order flow, beaucoup de positions qui se sont ouvertes sur ce mouvement baissier. Donc là, vraiment beaucoup, parce que l'open interest monte beaucoup alors que le prix chute, et en équivalent Bitcoin, c'est aussi bien monté. Donc là, beaucoup de positions qui se sont ouvertes, donc beaucoup de short et de long. Pour l'instant, c'est les acheteurs qui sont coincés. Okay, si on repasse au-dessus de la box violette, tous les shorters qui se seront jetés dans le short ici seront coincés. Par exemple, si je mets un indicateur de CVD ici, hop, on voit que le CVD a chuté drastiquement. Donc là, il y a eu beaucoup de sell market. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de mecs qui sont venus shorter en fait au marché. Si jamais on repasse au-dessus des 24 400, tous ces vendeurs ici qui auront sauté dans le short seront coincés, et ça pourra déclencher un short squeeze. Et en gros, tout simplement, probablement, une cassure des sommets avec un mouvement violent. Genre un Bitcoin d'un coup qui remonte, qui met un coup de pression à tout le monde et qui vient complètement défoncer toutes les résistances ici. Et genre, on ira largement au-dessus des 25 000 $. Par contre, si on reste dans le bas de la box violette, qui est coincé ici pour le moment, c'est les acheteurs. Et ça peut peser, mettre plus de pression et du coup donner du poids en fait à la direction baissière. Là, on voit par exemple, potentiellement, c'est pas encore confirmé, une petite épaule, tête-épaule inversée, qui est une figure de retournement qui pourrait se former en cas de cassure des 23 500 $. Donc dans la journée, si cette figure se confirme et qu'on remonte doucement mais sûrement au sein de la box violette, là, il y a beaucoup de vendeurs qui vont commencer à être coincés, donc il faut faire attention à ça. Et donc du coup, ça pourrait déclencher un short squeeze. Là, on voit par exemple que les ratios longues remontent. Donc là, on est en train de nous dire qu'en termes de quantité de traders, c'est plutôt des acheteurs. Encore une fois, il faut dissocier quantité de traders et quantité de trades réels. Comme j'ai déjà expliqué, 1000 acheteurs peuvent long pour un Bitcoin, alors que 100 vendeurs peuvent short pour 1000 Bitcoins. Demain, 10 personnes peuvent peser moins qu'une seule personne, en termes de quantité de Bitcoin, et donc en termes de quantité tradable réelle. Ça, c'est une chose qu'il faut bien prendre en compte. Mais là, par exemple, le fait de voir les funding monter, l'open interest monter sur la chute, le ratio long monter, c'est plutôt des acheteurs qui se sont positionnés ici en termes de quantité d'acheteurs, pas en termes de position, mais en quantité de traders, tout simplement. Quantité de traders et quantité de volume exécuté, c'est totalement différent. Comme j'ai expliqué, on peut avoir 1000 acheteurs pour un Bitcoin et 10 vendeurs pour 100 Bitcoins. Mais en tout cas, beaucoup de positions là au niveau des contrats dérivés sur ces dernières heures, donc voilà, comme j'ai expliqué, si on fait un nouveau plus bas, ça facilite la direction baissière. Par contre, si on remonte doucement mais sûrement, là il y a un short squeeze qui peut arriver. Et pour finir rapidement, Ethereum qui va être ici. Ethereum pareil enchaîne les signaux pas très convaincants et plutôt bearish, donc baissier.
Des divergences baissières, ça ne veut pas dire que ça va baisser, ça veut juste dire qu'on a une grosse perte de force au niveau du volume, enfin pardon, du momentum acheteur. Donc en gros, imaginez que ce soit un marathon, bah en gros votre fréquence, euh, pas votre fréquence cardiaque, mais votre vitesse moyenne, voilà, est en train de drastiquement chuter. Donc vous continuez d'avancer, mais vous avancez de moins en moins vite. Et bah ça, en gros, c'est le momentum, si je peux faire une métaphore. On fait un marathon, le momentum monte, c'est-à-dire que votre vitesse moyenne, elle augmente. Donc vous passez, je sais pas moi, de 6 km/h à 6,5 à 7 km/h. Et là, en fait, de ce que nous dit ici le momentum, par exemple, la vitesse moyenne d'Ethereum, c'était, je sais pas moi, 7 km/h ici. Et là, on passe à 6, on passe à 4, on est remonté à 5, et là, on repasse peut-être à 4. Donc vous voyez, on continue de monter, mais on monte de moins en moins vite. Ça, c'est ce que annonce, du coup, le momentum. Et on combine les deux, donc c'est-à-dire le momentum et la dynamique de prix, parce que la dynamique de prix, elle nous montre ce que fait réellement le marché. Donc en gros, par exemple, si on voit ça, là on aura la confirmation que la vitesse, elle est plus du tout positive, mais elle est négative. En gros, c'est comme si on avançait, ben là on marche à reculons, on régresse. Et du coup, à ce moment-là, on verra ça sur le momentum, et là on pourra plutôt parler de vitesse entre guillemets négative. Donc genre on avance à reculons de 2 km/h, de 3 à 4 km/h, donc après, plus le momentum est bearish, plus le mouvement s'intensifie et donc du coup plus on chute vite. Et en gros, vous voyez ça comme un marathon. C'est comme si les bulls avaient abandonné et retourné à la base de départ. Ok. Mais tant que la dynamique reste haussière, les acheteurs peuvent continuer de progresser, même s'ils ne progressent pas vite, comme le Bitcoin, hein, où là on le voit en daily, on est à un rythme de peut-être, je sais pas, moins 1 km/h ici, parce qu'on a un momentum très très faible, mais on continue de monter doucement mais sûrement. Ok. Et peut-être que ça, c'est une pause avant vraiment une reprise très puissante. Et donc ça se verra sur le momentum par, ici, une grosse accélération. Mais là, l'instant T de ce que nous dit le momentum, que ce soit et sur Bitcoin et sur Ethereum, c'est vraiment qu'on a une faiblesse et que l'accélération est en train de vraiment ralentir. Ok. Et donc ça, c'est les premiers signaux avant une capitulation des acheteurs, avant de reprendre un mouvement baissier. Et généralement, pour reprendre un mouvement baissier, vous voyez ce genre de structure qui se forme, ce qu'on appelle des M tout simplement, qui réindique que la dynamique change de main et qu'on est en train de faire sommet et creux descendant. Et donc ça, c'est baissier. Mais là, on n'est toujours pas dans ce creux et sommet descendant. Donc là, peut-être qu'on va former le premier creux ascendant, le premier sommet descendant pour un futur creux descendant. Une fois qu'on voit ça, oui, la dynamique a changé de main. Et donc, au minimum, on se dirigera vers les 1600 $. Et si les 1600 cassent ici, on se retrouvera probablement entre du 1300 et du 1100 $, qui seront de bons prix pour de l'investissement à long terme si certains cherchent à investir un petit peu. Par contre, s'il n'y a pas de changement de dynamique ici, très très probablement qu'on fera un nouveau sommet, ok, jusqu'à Demerge, qui sera environ mi-septembre, si je dis pas de bêtises. Donc un événement, de rumeurs, celle de news, donc on achète avant la news, et quand la news arrive, on vend, et du coup le marché se retourne. Ok, ça encore une fois, c'est une simple hypothèse. J'ai fini ici pour Ethereum, je pense pas avoir grand chose à dire de plus. Oui, donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets les liens en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto à ce stade du mois, c'est beaucoup plus intéressant. Donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT. Si vous souhaitez apprendre tout ce qui est momentum, etc., tout ça s'expliquer dans des cours que j'ai déjà fait qui sont disponibles, avec des cours écrits qui sont faits et aussi des exercices et des examens qui vous permettent de vous exercer, tout simplement de bien tester vos compétences et de voir si vous avez acquis ou non, pour que vous puissiez ensuite appliquer ça sous paper. Donc sous paper, ça veut dire en simulation sur les marchés, une fois que vous avez vraiment une stratégie rentable qui fonctionne de façon sous paper, donc en simulation, elle pourra tout simplement marcher en réel. À ce moment-là, vous pourrez justement faire vos premiers bénéfices. Parce que c'est comme une voiture, vous ne montez pas dans une voiture et vous partez directement, vous apprenez d'abord à conduire. Le trading, c'est exactement la même chose. Il faut d'abord se former, faire ce qu'on appelle du paper trading, voir si la stratégie est rentable sur le papier. Si oui, on peut réellement se lancer. C'est comme un business, on fait d'abord une étude de marché, est-ce que ça peut fonctionner ou non? Si l'étude dit que ça ne fonctionnera pas, il y a peu de chances qu'en réel ça puisse fonctionner. C'est exactement la même chose. Dans tout business ou dans peu importe, dans tout apprentissage, il y a une phase de test et après on applique réellement. Également, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, en commentaire ou en description, en commentaire de cette vidéo sur le Discord, on pourra y répondre. Et si jamais vous avez déjà procédé au paiement, vous avez juste à envoyer le TXID ici à un des professeurs, connecté donc en haut à droite, ou à tous les profs. Le mieux c'est de l'envoyer à tous les professeurs, comme ça on valide votre paiement et vous avez votre rôle élève dans la journée ou dans l'heure même, ça va très très vite. On se retrouve donc demain pour une prochaine update. Bonne journée à tous, ciao ciao.